ici, cette définition demande en bas le minimum possible de connaissances empruntées à la linguistique. Bon, cette définition, je l'ai trouvée sur un site internet du Centre national de ressources textuelles et lexicales. Vous pouvez taper le logo sur Google et vous allez trouver directement ce dictionnaire qui est ouvert au large public. C'est vraiment intéressant, je vous le conseille. Bon, ici, signifiant, signifier, signification, l'essentiel, on est dans une situation de réception des messages. Quand on est, bien sûr, récepteur, on parle de compréhension. Compréhension, décodage d'un code, bien sûr, qui a été émis par un destinateur. Revenons toujours à des notions empruntées à la linguistique, communication, destinateur, destinataire, signifiant, signifié. Donc, ici, comme je viens de le dire, la linguistique, c'est bien sûr le cœur battant pour la didactique. Dans une deuxième définition, Adam et Bruce définissent la compréhension comme l'utilisation des connaissances antérieures pour créer une nouvelle connaissance. Ils ajoutent que sans connaissance antérieure, un objet complexe comme un texte n'est pas seulement difficile à interpréter, il est strictement parlé sans signification. Bon, cette citation a été citée par Jocelyne Giasson dans son livre « La compréhension en lecture ». Bon, ici, on accorde la compréhension à ce qu'on a comme bagage. Donc, ce qui, bien sûr, affirme ce que la psychologie cognitive a apporté. C'est la construction du savoir. On ne peut pas apprendre de nouveaux savoirs sans les avoir montés, bien sûr, sur les savoirs acquis antérieurement. Donc ici, la notion de compréhension, ou bien la définition de la compréhension est empruntée à deux domaines différents et qui se complètent, bien sûr, la linguistique et la psychologie cognitive. Donc, la didactique ne fait que cueillir ces données et puis, bien sûr, proposer d'éventuelles solutions. Et jusqu'aujourd'hui, on est dans la recherche de solutions possibles, bien sûr, pour arriver à amener les apprenants à comprendre en classe et pourquoi pas, s'ils comprennent, bien s'ils arrivent à comprendre à l'écrit, ils vont avoir les clés de savoir entre leurs mains. Bon, justement, ici, en combinaison entre les deux définitions suscitées, nous pouvons dire que la compréhension en lecture, ou bien la compréhension de l'écrit, peut être définie donc comme l'utilisation de connaissances antérieures pour saisir la signification des choses au niveau d'un discours écrit. Et ici, il y a l'évocation de la notion de discours. Discours, comme vous le savez aussi, elle est empruntée à la linguistique textuelle. On en a déjà parlé. Nous avons bien sûr parlé durant tout le premier semestre de la linguistique textuelle, de la notion du texte, la notion de la phrase, le contexte, etc. Ce sont des notions clés pour agir comme il le faut dans le cadre de la didactique de l'écrit. Bon, pour arriver bien, pour mieux comprendre, maintenant nous allons un petit peu entrer dans quelques données de la didactique. En l'occurrence, maintenant une comparaison entre l'évolution de la conception de la compréhension en lecture. Et ici, je vais donner quelques exemples qui, bien sûr, qui relèvent de la classe concrète, de la classe de langue. Bon, pour les conceptions traditionnelles de la lecture, d'ailleurs, la dernière fois, on s'est mis d'accord que la lecture, c'est la compréhension. S'il n'y a pas compréhension, on ne peut pas parler de lecture. Et ici, il faut qu'on fasse la distinction entre compréhension de lecture et apprentissage de lecture.
La lecture en tant maintenant qu'acte, elle est indispensable pour agir au sein de la société, pour agir dans son milieu de travail, dans la classe, à l'université, dans la rue, etc., etc. Mais comme apprentissage, c'est une, bien sûr, action qui se produit en classe, mais qui suit des étapes. Et ici, il faut bien sûr, il faut patienter pour arriver à maîtriser les outils de base de cet acte et pour arriver enfin, comme je viens de le dire tout à l'heure, à utiliser ce moyen pour acquérir les savoirs. Bon, auparavant, d'ailleurs, à l'ère, bien sûr, des méthodologies audio orales, SGAV, les méthodologies directes, les méthodologies actives, la méthodologie aussi, bien les méthodologies, bien la pédagogie par objectif, la lecture était considérée comme une liste séquentielle d'habiletés à enseigner de façon hiérarchique, l'une après l'autre. C'est-à-dire, on enseigne le code, puis on passe à l'enseignement du lexique, puis on passe à l'enseignement des points de langue, la syntaxe, etc. On enseigne aussi l'orthographe d'usage, l'orthographe grammaticale, d'une manière séquentielle, et puis on passe à enseigner les types de textes, etc., d'une manière hiérarchique. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune interaction, bien, il n'y a aucune intégration de ces savoirs dans des situations d'intégration réelle. Donc, à chaque fois, l'élève se trouve en situation l'obligeant à appliquer ce qu'il a appris d'une manière isolée. Donc ici, la compréhension, même pour la lecture d'une façon générale, on considérait un bon lecteur celui qui oralise, par exemple, un texte, euh, bien qui parcourt un texte d'une manière vite. Alors ici, ou bien parfois on considère un bon lecteur celui qui répond correctement aux questions. Et comme vous le savez, les questions posées auparavant et jusqu'aujourd'hui, on continue à poser les mêmes questions pour les textes, des questions généralement linéaires, des questions là où on trouve bien sûr leur mot-clé dans le texte. Une fois une question est posée, on cherche le mot-clé dans le texte, on prend la phrase et la réponse sera comptabilisée comme une réponse correcte. Donc ici, cette façon de prendre les choses est un peu débutante, un peu primitive par rapport à ce que les sciences d'éducation, la psychologie cognitive, bien sûr, ont découvert actuellement. Bon, maintenant, pour la conception la plus contemporaine, c'est à partir de la fin des années 80, début des années 90, on a commencé à valoriser les connaissances de l'apprenant. Et bien sûr, avec l'avènement des théories de construction, de socio-constructivistes, opter pour de nouvelles méthodes, de nouvelles, bien sûr, stratégies à enseigner la lecture en classe. Seulement ici, pour le modèle, bien sûr, sur lequel je m'appuie, c'est le modèle de Deschênes, tel qu'il est présenté par Jocelyne Giasson. Ce modèle, bien sûr, se base sur l'intégration des habiletés. Donc, la lecture, dans ce modèle, signifie un processus holistique et unitaire qui suppose interaction entre les habiletés. Donc ici, le holistique, c'est-à-dire qui se produit en même temps, processus holistique, interactif, là où il y a une interaction entre les différentes habiletés. Les différentes habiletés, par exemple, déchiffrer, reconnaître un mot,
utiliser par exemple les inférences, etc., etc. Ce sont des habiletés en lecture et qui, bien sûr, s'interagissent en même temps pour produire le sens d'un texte. Alors, pour ce modèle, une habileté de lecture séparée de son contexte perd une partie de sa signification. Et justement ici, je rappelle mes chers collègues qui travaillent à l'éducation nationale sur un point très important, c'est que à chaque fois l'enseignant, quand il demande aux apprenants de lire un texte, et quand ils le lisent d'une manière à voix haute ou bien à haute voix, quand on leur demande peut-être de, de le résumer, même si on leur demande de lire le texte plusieurs fois et même une phrase, si on leur demande d'expliquer, d'extraire un mot, peut-être ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ici, ils n'utilisent qu'une seule habileté, c'est l'habileté de déchiffrer. L'association des mots, bien des phonèmes à des graphèmes. Et puis les oralisés ou bien les pronoms. Bon, ici, la lecture est comparée à une métaphore, donc la métaphore du vélo. D'ailleurs, ici, pour qu'on dise qu'on maîtrise la lecture et qu'on comprenne en lecture, il faut comparer ce que nous avons comme habileté avec la manière avec laquelle on va à vélo. Pour aller à vélo, il faut faire plusieurs actions en même temps. Donc ici, il faut tenir le guidon, il faut se tenir droit sur la selle, et il faut pédaler en même temps, et il faut avoir le réflexe pour bien sûr freiner, pour aller vite, pour ralentir, etc., etc. Donc tout cela, ce sont des habiletés qui se produisent en même temps. Donc on ne peut pas dire qu'une personne sait aller à vélo si elle n'utilise pas bien sûr, les mêmes habiletés en même temps. Et pour qu'on fasse apprendre à aller à vélo à nos enfants, il faut commencer, bien sûr, habileté par habileté, et parfois, il faut les intégrer en même temps pour qu'on puisse, bien sûr, avoir des résultats satisfaisants le plus vite possible. Il y a une deuxième métaphore, c'est la métaphore de l'orchestre symphonique. Dans un orchestre symphonique, il y a plusieurs musiciens. Dans des orchestres, il y a même des centaines de musiciens. Ces musiciens, justement, jouent des partitions différentes, mais à la fin, on entend un son harmonieux. On entend une harmonie de son, bien sûr, qu'on apprécie, que notre oreille apprécie. Donc ici, si par exemple, on entend les musiciens, chacun d'eux joue sa partition à part, c'est-à-dire à l'écart de l'orchestre. Peut-être le son émis par l'instrument, on ne va pas l'apprécier, notamment quelques instruments à cordes, par exemple la contrebasse, la guitare basse, le trombone. Ce sont des instruments qui émettent des sons un peu bizarres, un peu graves, mais quand ils sont, bien sûr, quand leurs partitions sont intégrées dans l'orchestre, on va les apprécier. Mais quand on les entend séparés, écartés de la pièce musicale, on va les aimer, on va apprécier et on va écouter, bien sûr, on va écouter la pièce jusqu'à la fin. Bon, c'est ça, justement la même chose pour la lecture, comme je viens de le dire tout à l'heure. Si on se concentre sur une habileté, ou bien si on utilise une seule habileté ou deux habiletés, on ne va pas apprécier, on ne va pas comprendre, on ne va pas comprendre aisément. Mais quand on essaie de faire fonctionner toutes les habiletés en même temps, et surtout il y a des habiletés qu'on utilise dans un temps et à un autre,
on arrive à comprendre facilement et on arrive à construire le sens du texte avec le sens qu'on a. Bon, auparavant, maintenant je saute au deuxième point. Dans les conceptions traditionnelles, le sens est dans le texte. Le rôle du lecteur, c'est de pêcher ce sens et le transposer dans sa mémoire. Et ici, justement, je vous renvoie à des situations peut-être que vous avez vécues en classe. C'est que parfois, vous sortez de l'examen, soit de la langue arabe, de la langue française, de la langue anglaise, vous sortez satisfait et vous dites à vos collègues, voilà, on a bien travaillé. J'ai bien travaillé, j'ai répondu à toutes les questions et je suis sûr que je vais avoir une note qui dépasse peut-être les 18. Mais le choc, c'est le jour de la correction. Pourquoi euh, l'apprenant ou bien l'élève se trouve choqué quand il voit sa note, il se trouve bien à peine avoir un 10. Pourquoi? Parce qu'ici, la correction dépend peut-être à la formation de l'enseignant. Si l'enseignant est formé, bien sûr, selon un modèle ancien, c'est de prévoir ou bien de comptabiliser que la réponse qui correspond à la compréhension. Ici, l'apprenant, bien sûr, qui répond à ce que l'enseignant veut, il va avoir la note. Et s'il répond autrement, il ne va pas avoir une note. Et ici, il y a une négligence de l'aspect cognitif de chaque apprenant. Parce que le texte est compris, peut-être bon, dans les textes, il y a un message en commun, mais il y a d'autres sens qu'on puisse construire les uns et les autres. Donc ici, ça dépend aux structures cognitives de chacun. Ça dépend bien sûr à la culture de chacun. Ça dépend au contexte. Par exemple, le contexte épistémique. Nous avons vu d'ailleurs, nous avons parlé dans le chapitre précédent du contexte épistémique ou comme on l'appelle, le contexte cognitif. Parfois, on aborde le texte avec ses croyances, on aborde le texte avec ses convictions, on aborde le texte avec sa vision du monde. Donc, on va répondre selon, bien sûr, ces données. Mais celui qui va nous corriger, si l'enseignant, comme je viens de le dire, considère que le texte a un sens unique, il va sanctionner l'apprenant d'une note mauvaise. Maintenant, dans les conceptions, euh, dans les conceptions récentes, la création du sens par le lecteur, elle se sert du texte, de ses connaissances, de son intention de lecture. D'ailleurs, dans la démarche d'enseigner la compréhension de l'écrit actuellement en classe, on demande souvent aux apprenants d'émettre des hypothèses. Et l'émission des hypothèses dépend aux connaissances antérieures de chacun. Donc, on va, à partir de ce qu'on voit du texte, on va émettre ces hypothèses et on va chercher des réponses à ces hypothèses. Et même à la fin du texte, quand on arrive presque à la fin de la lecture, on commence à aller au-delà du texte. Et à la fin, on peut arriver à accepter ou refuser. Justement, c'est la raison pour laquelle on insiste actuellement sur le nom de l'auteur, la source, etc. Justement, si l'auteur, par exemple, n'est pas de notre environnement socio-culturel et qui est peut-être qui a un passé noir par rapport à nous, la preuve, par exemple, les écrits qui se produisent ces dernières années par les orientalistes ou par des historiens français ou par des historiens d'origine juive, etc., ils commencent à semer la zizanie au sein de notre pays, en écrivant des textes, accusant les uns et les autres de trahison, etc., etc. Donc ici, la lecture, bon, avec des conditions pareilles, je pense à glisser la conférence vers 8 heures. Si vous êtes d'accord, vous me le dites. Hein.
Qu'à 8 heures, la connexion elle est très forte. Maintenant, les feignants commencent à se réveiller et ils commencent à consommer les données. Bon, vous m'entendez tous? C'est réglé, très bien. Bon, on continue. Bon, comme l'intention ici, comme je viens de le dire, la lecture du paratexte et la culture, les connaissances antérieures que nous avons sur l'auteur et le contexte dans lequel on est, bien sûr, comprendre qu'est-ce que le texte veut dire. Bon, maintenant, pour expliquer le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà ici une illustration de ce modèle. C'est le modèle de Deschênes, c'est un modèle interactif. Il y a une interaction entre le lecteur, le texte et le contexte. Bon, le lecteur, il est présent. Et ici, le lecteur, il est présent avec ses structures. Ses structures. Quand on parle des structures, on parle des connaissances sur le monde et des connaissances sur la langue. Quand on parle des processus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait le lecteur au moment de la lecture. Les actions faites par le cerveau, les actions cérébrales, les actions psychologiques, etc. Le texte, le texte, dans le texte, il y a l'intention de l'auteur, il y a la forme et il y a le contenu. Ce sont des éléments, bien sûr, qui déterminent le sens qu'on va construire à la fin. Le contexte, il y a le contexte psychologique, le contexte social et le contexte physique. D'ailleurs, la dernière fois, quand on a parlé du contexte épistémique, c'est le contexte psychologique. Donc, psychologique, par exemple, en tant que musulman, nous avons des convictions, je viens de le dire, un musulman peut lire la Bible, mais il a quand même ses convictions qui le permettent de juger ce que ce texte saint, ce texte sacré dit. Donc, il ne peut pas, il va pas accepter tout ce qui est dit. Bon, maintenant, commençons bien sûr par la variable texte de ce modèle. La variable lecture, c'est la variable la plus importante. La variable lecteur de ce modèle interactif comprend les connaissances et les attitudes du lecteur, ainsi que les habiletés qu'il met en œuvre, processus. Bon, le lecteur, c'est le maillon fort de ce modèle. Dans ce schéma, comme vous le voyez, on présente bien sûr la variable lecteur. Voici à gauche les structures. Les structures, nous avons les structures cognitives et nous avons les structures affectives. Les structures cognitives, par exemple, les connaissances sur la langue. Connaissances sur la langue, connaissances lexicales, connaissances grammaticales. D'ailleurs, je vous ai donné auparavant l'exemple des poules du couvent couvent. Les poules du couvent couvent. Ici, la connaissance grammaticale permet de connaître, bien de savoir quel est le nom et quel est l'œuvre. Ici, grammaticalement parlant, là où il y a un nom qui commence, avec lequel on commence la phrase, et puis il y a un article contracté, du, et il y a couvent, ENT. Donc ici, automatiquement, on va comprendre qu'il s'agit d'un nom qui complète le premier nom. Couve, ici, deux mots qui se suivent et qui ont la même morphologie. Donc ici, on va directement, selon nos connaissances grammaticales, la phrase du français par exemple, elle est constituée de sujet plus verbe et puis complément. Donc on va automatiquement savoir qu'il s'agit d'un verbe, qu'il s'agit d'une action et ça va permettre au cerveau d'analyser ce message et de construire le sens à la fin. La même chose pour les connaissances pragmatiques. Donc ici, on a toujours recours à la linguistique.
la pragmatique inférentielle, etc. Donc, les connaissances pragmatiques nous permettent de faire le lien, ou bien d'établir le lien entre ce que nous avons comme connaissance antérieure et le contexte dans lequel le message est écrit ou dans lequel on est quand on entend le message. Donc ici, comme vous le savez, en langue française, il y a la polysémie. Donc, justement, ces connaissances pragmatiques nous permettent de construire le sens bien comme il le faut et pourquoi parfois des personnes se trompent en lisant des textes, notamment si ces textes-là ne sont pas bien sûr accompagnés de paratextes ou d'illustrations. Donc, par exemple, toujours je donne le mot mineur, le public se compose à 100% de mineurs. Pour Amina, tu rates l'explication à cause du net. Oui, justement, c'est une initiative pour ne pas tomber dans la, dans la routine intellectuelle et pour ne pas souffrir l'isolement intellectuel. Parce que moi, personnellement, je commence, je me, c'est juste pour se réveiller et j'espère, Inch'Allah, qu'on va revenir le plus tôt possible à nos salles pour qu'on puisse travailler. Bon, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'exemple que je donne souvent, le public est composé à 100% de mineurs. Donc, ce message va être interprété différemment dans des contextes différents. Si on est, par exemple, au sein d'une école, l'enseignant va comprendre directement qu'il s'agit des enfants qui ne sont pas encore à l'âge adulte. Si on est par exemple dans une région minière, là où il y a des carrières, là où il y a des mines, donc ici on peut comprendre qu'il s'agit d'un restaurant, qu'il s'agit par exemple d'une cafétéria, là où les clients sont à 100% des personnes qui travaillent dans les mines. Donc ici, il y a un appel qu'on fasse à des connaissances pragmatiques. Et ici, comme je viens de le dire tout à l'heure, la linguistique est toujours présente. Connaissance sur la langue, connaissance lexicale, connaissance grammaticale, si on dit grammaticale, c'est-à-dire tout ce qui est morphologie et tout ce qui est syntaxe. Il y a aussi les connaissances pragmatiques, comme je viens de le dire, les connaissances sur le monde. La compréhension d'un texte dépend aux connaissances sur le monde. Donc, la compréhension. Parfois, peut-être, vous tombez sur des messages écrits sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. On trouve que les gens provoquent la polémique. Ils provoquent la polémique par rapport à un texte écrit, un texte isolé, un texte peut-être choisi, extrait pour faire le buzz. Mais les gens vont facilement croire qu'est-ce que dit ce texte-là. Mais les personnes instruites ne vont pas construire le sens que construisent la plupart. Imaginez par exemple actuellement avec le moment de confinement, avec bien sûr la propagation du virus Covid-19, beaucoup de textes sont écrits et sont publiés sur Facebook et on trouve plusieurs lectures. Ces lectures dépendent au niveau d'instruction des uns et des autres. Les personnes instruites vont mesurer cet écrit par rapport, bien sûr, en le comparant avec, ou bien en l'associant avec ce qu'ils ont comme connaissance antérieure, en évoquant, comme je viens de le dire tout à l'heure, les connaissances sur le contexte, par exemple, le contexte cognitif, épistémique dont j'ai parlé tout à l'heure, ce contexte, par exemple, qui
se réfère à tout ce qui est croyance, à tout ce qui est conviction. Donc, ce n'est pas n'importe qui va me mobiliser ou bien ce n'est pas n'importe qui va me donner un message qui va me faire peur ou je ne sais pas. Donc ici, les connaissances antérieures déterminent la compréhension dans des cas pareils. Si nous avons des connaissances scientifiques sur ce virus, on sait prendre ces mesures. Si on n'a pas assez de connaissances, on va les demander à des personnes de spécialité. Et bien sûr, notre lecture nous le permet. Justement ici, Nadji, on laisse les questions à la fin de la conférence. Oui, bien sûr. Si, s'il n'y a pas une interruption de la connexion, ce moment, c'est le moment du pic. Bon, structure affective. Les connaissances sur le monde, ça y est, maintenant les structures affectives. Évoquer les structures affectives, c'est parler de l'intention, c'est parler des attitudes. L'attitude, c'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à lire, est-ce que je ne suis pas prêt à lire, et l'intention. L'intention de lecture, c'est-à-dire, qu'est-ce que je cherche à travers le texte. Je veux m'informer, je veux me distraire, je veux, par exemple, trouver des arguments pour justifier un point de vue, etc. Donc, c'est ça les structures affectives. C'est pour cette raison, parfois, on trouve plusieurs lectures. Et ici, je vous renvoie à un incident qu'on a vécu depuis quelques années. C'est en 2015 exactement, avec l'apparition du roman Meursault contre enquête de Kamel Daoud. Moi, personnellement, j'ai lu le roman et j'ai trouvé que ce qu'il a dit relève de la réalité et il n'a pas porté atteinte à la religion islamique comme prétendent certains. Et j'ai vu que la plupart des gens se sont engagés dans une campagne abominable contre cet auteur, malgré leur ignorance de son contenu. Donc ici je répète ce que j'ai dit à propos des structures affectives. Donc, il y a des personnes qui ont lu le roman par rapport à une intention, c'est de trouver quels sont les passages dans lesquels Kamel parle, par exemple, de la société algérienne, de ses défauts, de ses vices. Quels sont, par exemple, les passages dans lesquels il parle de la religion islamique. Donc, ils ont pris ces passages pour s'attaquer à cet auteur. Mais pour justement un intellectuel qui sait mesurer les choses, il va prendre les choses au sérieux et il va les comparer avec ce qu'on vit dans le contexte. Donc ici, moi personnellement, j'ai lu le roman juste pour me distraire, mais j'y ai trouvé beaucoup de choses. D'autres l'ont lu pour s'attaquer à l'auteur et d'autres, par exemple les Français. Pourquoi les Français ont donné beaucoup d'importance à ce roman-là? C'est par rapport à une intention. Ils ont lu le roman comme si l'auteur il s'attaque à la société algérienne vraiment. Et justement, les Français ils cherchent à trouver des auteurs algériens qui s'attaquent à la société pour, bien sûr, démontrer au monde entier que l'Algérie n'a pas fait aucun pas après l'indépendance. Et justement ici, comme je viens de le dire, c'est l'intention qui détermine la lecture. Les attitudes, bien, l'intention aussi, bien les structures affectives, c'est par exemple détermine le degré de concentration. Quand on est par exemple dans une phase de préparation pour des examens, on peut lire l'équivalent d'un livre euh, dans une nuitée. En veille, par exemple, à partir de 18 heures jusqu'à minuit, on peut lire une centaine de pages, chose qu'on puisse pas faire ordinairement. Oui, Kamel Daoud Abbas, oui. Oui, Amina, Rim, merci d'être merci Rim d'être encore avec moi. Donc,
Je suis très content d'avoir mes ex-étudiants ici, parmi nous, dans ce monde virtuel. Je suis vraiment très content de vous avoir parmi, bien sûr, mes étudiants. Je continue. Maintenant, on passe au processus. On a parlé des structures affectives, on a parlé des structures cognitives, on passe au processus. Les processus, c'est-à-dire ce que le cerveau fait au moment de la lecture. Il y a les microprocessus, processus d'intégration, macroprocessus, processus d'élaboration, processus métacognitif. Ces processus se produisent en même temps. Bon, je passe pour expliquer d'une manière détaillée les processus. Bon, avant de... Oui, j'ai sauté une page. Bon, les processus, les microprocessus. Les microprocessus sont bien sûr les actions de reconnaissance des mots, lecture de groupes de mots, microsélection. Donc, reconnaissance de mots, lecture par groupe de mots sont des habiletés. Et justement, c'est pour cette raison, les dernières années, on parle beaucoup de l'enseignement explicite des habiletés et des stratégies. Donc ici, les élèves, par exemple au primaire, ils font tout ce qu'il faut comme une base. Ils connaissent les lettres, ils connaissent un nombre considérable de mots, mais ils ont des difficultés quand ils sont face à un texte, des difficultés beaucoup plus psychologiques. Donc ici, le fait de connaître, par exemple, quelles sont les habiletés nécessaires pour lire, on peut prévoir un enseignement explicite là où l'enseignant parle directement à ses apprenants et leur donne des conseils à propos de ces habiletés. Par exemple, reconnaissance de mots. Je connais un mot, pourquoi je me fatigue à le déchiffrer de nouveau? D'ailleurs, il y a plusieurs stratégies pour reconnaître le mot. La reconnaissance de mots, c'est une habileté, mais il y a des stratégies qu'on peut utiliser pour reconnaître un mot. Par exemple, la silhouette, par exemple, le placement de mots dans la phrase, etc., etc. Lecture par groupe de mots, il y a un groupe nominal, je le lis ensemble. Il y a un groupe verbal aussi, il y a un groupe prépositionnel aussi. Je le lis en bloc pour faciliter la lecture et pour augmenter la vitesse de lecture et pour faciliter le traitement de l'information pour le cerveau. Microsélection, c'est-à-dire il y a des moments de fixation du mot avec l'œil. On reçoit cette image justement et on sélectionne directement cette image pour l'envoyer à la mémoire pour le traitement. Processus d'intégration. Ici, utilisation des référents. Revenons maintenant à la linguistique de nouveau. Le référent, la notion du référent. Quand on a parlé du schéma de communication de Jacobson, j'ai insisté sur la notion de référent parce que le référent demeure la clé de voûte pour la compréhension du message, soit à l'oral, soit à l'écrit. Quand on arrive à lier les mots à leur antécédent, justement le référent représente toujours un antécédent, représente bien sûr un repère sur lequel on s'appuie pour avancer. On peut facilement comprendre le texte. Si on arrive difficilement à connaître le référent, on se trompe. D'ailleurs, dans les exemples qu'on a abordés ensemble, par exemple, quand on a parlé du roi, l'article peut jouer le rôle de référent ici. Quand on dit il était une fois le jeune roi, justement, le texte, quand on n'a pas, bien sûr, des paragraphes qui précèdent le texte, on ne peut pas savoir qui est ce roi-là. Mais si on dit un roi, on l'accepte et on va le prendre comme premier élément qui va présenter de référence pour la suite dans le texte. Utilisation des connecteurs. Les connecteurs, bien sûr, comme par exemple
les articulateurs logiques, les articulateurs chronologiques, etc. Donc, permettent la liaison entre les différents éléments du texte. Inférence fondée sur les schémas. Inférence, ici, les inférences, c'est les liaisons qu'on établit par rapport à ces connaissances antérieures. Ici, les schémas, c'est-à-dire les schèmes en psychologie cognitive, les informations sont organisées dans le cerveau sous forme de schèmes, schéma. Donc, chaque domaine, chaque situation qu'on a vécue va nous permettre, bien va permettre au cerveau, avec l'assimilation et d'assimiler bien sûr les informations nouvelles à des schèmes déjà qui existent ou de créer de nouveaux schèmes. Donc ici, c'est une opération à 100% psychologique, cognitive. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à lire ma thèse. Elle est online sur le site de l'Université de Biskra. J'ai parlé d'une manière détaillée à tout ce qui est schéma, tout ce qui est inférence, tout ce qui est, bien sûr, processus cognitif pour comprendre en lecture. Bon, macroprocessus. J'ai raté à cause de la connexion. C'est pas grave, vous allez trouver la vidéo à la fin. Justement, mon cher collègue Kemal est en train d'enregistrer tout ce que je dis et je vais vous partager le document après. Bon, identification des idées principales. Les idées principales des paragraphes, les idées principales des chapitres, etc. Quand on est en train de lire un livre aussi. Cette habileté d'identifier les idées principales est énormément à comprendre. Résumer l'idée, c'est-à-dire on lit un texte parce que ici le texte n'est pas seulement une page, mais un texte peut être tout un livre d'une centaine de pages, on peut le considérer comme un texte. Utilisation de la structure du texte. Structure du texte, justement ici, comment les idées sont mises en texte, les informations qu'on trouve sur la marge, les paragraphes, la mise en texte en colonne ou sous forme bien sûr, de paragraphes ordinaires ou en vers, par exemple, pour la poésie. Processus d'élaboration, prédiction, émettre des hypothèses. À chaque fois même, le moment où je lis un texte, j'émets des hypothèses. J'anticipe. En lisant, j'anticipe parfois. Et justement, c'est pour cette raison, on trouve des lecteurs habiles qui peuvent lire des livres de centaines de pages dans 2 heures ou dans 3 heures parce qu'ils savent utiliser cette habileté de prédiction. Imagerie mentale, ici, la même chose, c'est faire appel à des structures acquises antérieurement. Réponse affective, donc ici, on essaie aussi d'avoir à chaque fois dans son esprit des questions, bien sûr, à propos, surtout quand on arrive à un degré de saturation. Est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on continue, etc. Lien entre les connaissances. Le lien entre les connaissances, soit dans le texte, soit avec les connaissances antérieures. Et ici, je vous rappelle de la notion du cotexte, lien entre les connaissances. Ici, on utilise le cotexte, c'est-à-dire il ne faut pas séparer les paragraphes ou les phrases de l'ensemble du texte, sinon ici, on ne peut pas construire le texte, le sens du texte. Le raisonnement, bien sûr, ici, des opérations mentales par rapport, bien sûr, aux connaissances qu'on va
bien sûr. Rim, ma connexion n'est pas trop bonne. Le fil m'échappe. Moi, je te rassure, à la fin de la séance, vous allez trouver la vidéo sur YouTube. Et mon cher collègue Kamel va la publier. Ne vous inquiétez pas, essayez de suivre au moins avec le minimum et vous allez trouver la vidéo à la fin. Bon, le raisonnement, c'est-à-dire ici, utiliser les informations pour créer de nouvelles connaissances. Donc, c'est ça le raisonnement, ce sont des calculs mentaux qui permettent de construire de nouvelles connaissances. Processus métacognitif, ici, identification de la perte de compréhension. Parfois, surtout quand on lit un texte qui n'est pas de son domaine, quand on comprend, on sait que les choses sont faciles. Quand on ne comprend pas, on le sait aussi et ça va nous permettre de recommencer, de chercher dans le dictionnaire, de demander de l'aide à une personne, bien sûr, qui est du domaine, etc. Donc, ici, c'est ça ce qu'on veut dire par réparation de la perte de compréhension. Réparation de la perte de compréhension. Si on est fatigué, on va savoir si on comprend, si on a compris ou non. Si on est, bien sûr, comme je viens de le dire, loin du domaine, on va savoir que la compréhension nous échappe et dans ce cas-là, on va utiliser des stratégies pour réparer la perte de compréhension. Bon, voilà brièvement ce qu'on veut dire par processus. Donc, le lecteur, c'est le maillon, comme je viens de le dire, fort de l'acte de lire, l'acte de comprendre. Donc, il a besoin de ses connaissances antérieures, il a besoin de ses connaissances de la langue et il a besoin, bien sûr, de ses structures affectives, c'est-à-dire l'intention. S'il est motivé, s'il n'est pas motivé, s'il veut par exemple chercher une information, s'il veut affirmer ou bien trouver un prétexte pour une position, etc., etc. Donc, tout cela est nécessaire pour le lecteur et il y a des processus. Ce sont bien sûr des opérations mentales qui se font en même temps, le temps où on est face à un texte. La variable texte comporte le matériel à lire, l'intention du lecteur, la structure du texte et son contenu. Donc le texte, il est plein d'informations. Il est plein, il est bien sûr, il est plein de messages. Donc ici, le texte, c'est un message construit par un destinateur. N'est pas au moment où on lit, mais c'est que d'ailleurs, généralement un auteur écrit, mais son texte dure des siècles. Sinon, comment expliquez-vous que jusqu'aujourd'hui, on lit Ibn Khaldoun, on lit Platon, on lit Socrate, etc., etc. Donc, ce sont des textes qui ont été écrits en Antiquité, Ibn Khaldoun pendant le Moyen Âge, mais jusqu'aujourd'hui, on tire profit de ces textes-là. Il y a l'intention il y a le matériel à lire, bien sûr, le matériel à lire, soit un livre, soit un magazine, une revue, etc. L'intention de l'auteur ici, pardon, c'est une erreur de ma part. Ce n'est pas l'intention du lecteur, mais c'est l'intention de l'auteur. Je vais corriger le document avant de le partager. L'intention de l'auteur, il y a un auteur qui veut, par exemple, semer le doute, semer la zizanie. Il y a un auteur qui cherche à plaire aux gens. Il y a un auteur qui cherche, surtout pour les journalistes par exemple, qui embellissent, bien un auteur qui cherche à embellir l'image de quelqu'un, l'image d'un pays, etc., etc. Voilà l'intention de l'auteur. La structure du texte et son contenu, la structure, ça dépend ici, le degré de difficulté. On parle ici du degré de difficulté, difficulté liée à la langue, difficulté liée
bien sûr au caractère typographique, etc., etc. Le contenu aussi, comme tout à l'heure j'ai parlé de l'identification de la perte de compréhension, c'est par rapport aux connaissances, par exemple, qu'on a par rapport à ce texte, si on est du domaine, si on est loin du domaine, si par exemple on est dépassé par une actualité, etc. Le contexte, c'est l'ensemble des éléments qui influent sur la compréhension, contexte physiologique, contexte social, contexte physique. Contexte psychologique, ici, c'est le contexte cognitif. C'est justement l'attitude. Euh, si on est dans un état qui nous permet de lire, on le lit facilement. Si on est dans un état de saturation, on ne peut pas. Le contexte social, par exemple, on est dans une société par exemple, une société qui encourage à lire, une société cultivée, une société analphabète, etc., etc. Contexte physique, c'est l'espace dans lequel on est quand on veut lire. Le bruit, parfois, même pour, par exemple, cette situation dans laquelle on travaille maintenant, l'enseignement à distance, on peut considérer par exemple, la coupure de la connexion comme un élément du contexte physique. C'est-à-dire, ça va influencer la compréhension de la conférence. Bon, maintenant, je passe à la lecture en langue étrangère. D'habitude, quand je commence cet élément, je le précède par une petite expérience. Quoique, moi personnellement, je ne sois pas d'accord avec le fait de dire, par exemple, que la langue arabe est une langue maternelle en Algérie. Mais dans cette expérience, souvent, je propose à mes étudiants deux textes, l'un en langue arabe, parce que c'est une langue pratiquée depuis la première année primaire, et un texte en langue française. Et dans une expérience, bien sûr, qui se fait à les médias, on mesure le temps, c'est-à-dire quel texte on va le terminer dans un délai moins que l'autre. Et si, selon mes expériences, on a trouvé que la plupart du temps, ce sont les textes en arabe qu'on termine le plus vite possible. C'est parce que c'est une langue qui se peut, bien sûr, considérer, entre guillemets, comme une langue maternelle, quoique, comme je viens de le dire tout à l'heure, je ne sois pas d'accord avec ce jugement. Donc ici, même pour le sens, si on pose des questions sur le sens du texte en langue arabe, on va facilement aller même au-delà du texte. En langue française, on trouve des difficultés. Donc d'ailleurs, je vais peut-être plus tard vous partager deux textes sur Facebook et vous allez essayer vous-même de faire l'expérience et essayer de me donner plus tard vos réponses. Bon, la langue étrangère, elle est différente. La lecture en langue étrangère, elle est carrément différente par rapport à celle en langue maternelle. Malheureusement, en Algérie, toutes les langues enseignées sont étrangères, entre guillemets. Bon, ici, étrangère, c'est par rapport, bien sûr, à l'apprenant et par rapport à des données scientifiques. L'arabe, on peut la considérer comme une langue seconde. L'anglais et le français sont deux langues étrangères à 100%. Donc, pour, par exemple, le français, même si on fait 10 ans de français à l'école, mais quand on arrive à la classe terminale, quand on arrive à l'université, on trouve des difficultés à lire. La preuve, les étudiants inscrits en première année français marquent un échec total, je dirais pas total, mais un échec flagrant. De nombreux étudiants ne peuvent pas avoir de bonnes performances à cause de leurs difficultés en lecture en langue étrangère. Ils n'arrivent pas à comprendre les textes de sujet. Ils n'arrivent pas à comprendre les consignes. Donc,
Tout cela est dû à ces difficultés, bien sûr, de lire en langue étrangère. Ici, je vous donne brièvement quelques informations à propos de cette lecture en langue étrangère. La lecture en langue étrangère, elle se fait dans un rythme lent. Des spécialistes, bien sûr en didactique de l'écrit, ont constaté, après des comparaisons des lecteurs en langue maternelle et des lecteurs en langue seconde, la langue seconde, c'est une langue étrangère à part entière. C'est une langue qui a un statut officiel, c'est une langue d'enseignement, langue d'administration, langue officielle pour l'État, c'est ça la langue seconde. Justement, ici, quand on parle de langue seconde, langue étrangère, c'est par rapport à des données scientifiques, ce n'est pas par rapport à une idéologie ou un jugement de valeur. Bon, ici, alors, les utilisateurs de langues étrangères font des fixations d'une plus grande durée et marquent de nombreux retours en arrière. Fixation, c'est-à-dire, ils se centrent sur le mot et ils reviennent à chaque fois en arrière. D'autres expériences ont montré également qu'un lecteur en langue seconde a une tendance de subvocaliser très fréquemment, surtout s'il a des difficultés à comprendre ce qu'il lit. Subvocaliser, c'est-à-dire à chaque fois, il prononce des sons séparés. La preuve, vous qui enseignez, vous l'avez certainement constaté avec vos apprenants. Quand on leur demande à lire à haute voix, ils vont répéter les phonèmes, répéter les mots tout entiers et parfois ils reviennent en arrière, ils répètent toute la phrase pour, soi-disant, avoir un rythme un peu élevé. Bon, ces trois éléments cités sont les principaux responsables à réduire la vitesse de lecture en langue étrangère. La lecture en langue étrangère, elle est linéaire et fragmentaire. Au cours de l'acte de lire, un lecteur fait beaucoup d'efforts pour reconnaître les graphèmes. Donc, toute son énergie, il va la dépenser à reconnaître les graphèmes, justement ici, dans ce qu'on appelle la correspondance phonigraphique. Il va associer les graphèmes à leurs phonèmes correspondants et il va les prononcer, et ce qui mène à perdre de l'énergie. C'est pour cette raison les étudiants, bien les apprenants se fatiguent en lisant des textes en langue étrangère. Bon, ce qui les mène à lire lettre par lettre. Suite à ces efforts, les informations arrivent à la mémoire à court terme sous forme de fragments isolés. Cette dernière n'arrive pas à faire son rôle comme il le faut. Alors ici, la mémoire à court terme ne peut pas faire les liens entre les connaissances antérieures et les connaissances nouvelles qu'on tire du texte. Donc ici, cette lecture fragmentaire, cette centration excessive sur le code, sur la reconnaissance, sur le déchiffrement, n'est pas de l'intérêt du lecteur parce que le cerveau va se fatiguer à reconnaître les mots et il peut pas comprendre. Bon, Nadji, qu'est-ce que tu dis? Je me contente d'une seule question. Pourriez-vous, cher prof, nous rééclairer le modèle de lecture chez Giasson qui postule que le lecteur crée le sens du texte en se servant à la fois du texte, de ses propres connaissances et de son intuition de lecture? Non, ce n'est pas intuition, intention. Surtout en ce qui concerne la variable lecteur et autant plus lecteur précoce. Justement, je vais revenir à cette question s'il me reste du temps. Je dois terminer le plus vite possible. On va en parler au téléphone. On va en parler au téléphone, Edgy. Bon, maintenant pour bien sûr les sources de difficultés de lecture, d'où viennent ces difficultés de lecture? Les sources de difficultés, le rythme, bon, les spécificités, c'est-à-dire le lecteur en langue étrangère, il a un rythme lent, il lit d'une manière linéaire, c'est-à-dire d'un modèle du bas vers le haut. Je vous renvoie au cours de la dernière fois du bas vers le haut. Donc, il n'utilise pas ses connaissances antérieures, il n'utilise pas le contexte, etc. Donc, il lit d'une manière fragmentaire comme s'il est débutant, même s'il a peut-être des dizaines d'années d'apprentissage de cette langue étrangère. Les sources de difficultés.
Difficultés liées au lecteur. Des connaissances linguistiques limitées. Des lecteurs en langue étrangère éprouvent souvent des difficultés en la matière. Des expériences menées à ce propos ont montré que ces difficultés proviennent en premier lieu d'une connaissance mal des traits syntaxiques de la langue cible. En deuxième lieu, on peut limiter les lecteurs qui sont moins sensibles de contraintes orthographiques recourent souvent à des redondances et des retours en arrière, ce qui contribue à ralentir la vitesse de lecture et influence négativement sur la compréhension. Donc, comme vous le savez, par exemple, pour la langue française, les connaissances lexicales sont très importantes. C'est bien sûr l'élément le plus important pour comprendre. Il faut avoir un bagage lexical. D'ailleurs, les experts, les spécialistes en la matière disent que pour comprendre un texte, il faut avoir un bagage lexical de 80% des mots du texte. 80%, les 20%, on va bien sûr les connaître en procédant à l'inférence. Pour justement les connaissances syntaxiques, si par exemple on ne sait pas comment fonctionnent les mots au sein de la phrase, si on ne connaît pas l'orthographe grammaticale, si on ne connaît pas, par exemple, le sens des suffixes, des préfixes, sont aussi d'une valeur très importante en lecture. Donc, ignorer ces connaissances va certainement influencer sur l'acquisition, bien sûr, la compréhension du texte. Un répertoire de stratégies très limité. En langue étrangère, on a peu de stratégies. On n'a pas beaucoup de stratégies. Bon. Un lecteur en langue étrangère est souvent malhabile. Il ne peut pas mettre en œuvre certaines stratégies qui pourraient l'aider à dépasser certaines difficultés. On vise ici, par stratégie, les démarches mises en œuvre pour appréhender le sens d'un texte. Les pédagogues actuellement accordent une très grande importance à l'enseignement des stratégies de lecture pour aider notamment les apprenants d'une langue étrangère à dépasser leurs difficultés. Bon, peut-être vous l'avez essayé. Par exemple, en lisant dans une langue qu'on connaît, on ne connaît pas tous les mots. Mais les connaissances qu'on a déjà vont nous permettre de recourir à faire, bien sûr, bien à recourir à des stratégies pour comprendre. Et même parfois, même si on connaît tout le texte, on va recourir à des stratégies, par exemple la lecture en diagonale. La lecture en diagonale, je lis une phrase au début, une phrase au milieu, une phrase à la fin. Je fais le lien entre ces phrases-là et je construis le sens. Surtout avec un type de texte qu'on a l'habitude à lire. Par exemple, les faits divers. Les faits divers, par exemple, en trouvant un texte sur le net, je ne vais pas le lire mot à mot. Je ne vais pas faire une lecture balayage, mais je vais peut-être, parfois, on cible des chiffres. D'ailleurs, les textes actuellement qui parlent du Covid-19, si on veut, par exemple, connaître le bilan quotidien, on ne va pas lire un article du journal tout entier, mais on va directement cibler les chiffres et on va construire le sens. Donc, c'est une stratégie. Celle-là, c'est une stratégie, c'est ce qu'on appelle la lecture en diagonale. Le lecteur en une stratégie très pauvre, il ne peut pas recourir à une façon d'agir ainsi et il va comme on l'a dit tout à l'heure, à lire d'une manière intégrale le texte en suivant un modèle du bas vers le haut. Une lecture accompagnée d'inquiétude. Les facteurs psychologiques viennent aussi en source de quelques difficultés de lecture en langue étrangère. L'apprenant, il se trouve dans un état d'inquiétude et de manque de confiance.
il a un manque de confiance parce que la langue est étrangère. Il est parfois dans une situation d'insécurité linguistique. Seulement, Nedji, c'est à toi de me donner des informations de plus à propos de cette insécurité linguistique. Donc, il va toujours attendre qu'est-ce que les autres disent sur lui. Il a peur. euh, il a peur d'avoir commis des erreurs devant ses collègues, etc., etc. Donc, cette inquiétude va ralentir un petit peu le rythme de la lecture et elle va influencer négativement sur la construction du sens d'un écrit. Difficultés liées au texte. Difficultés liées au texte dans, justement, en langue étrangère. Il y a des difficultés, bien sûr, qu'on trouve dans le texte lui-même. La forme du texte, son contexte et sa longueur. La taille de police, la police avec laquelle le texte est écrit, l'interdit, ce sont des choses, bien sûr, physiques, qui paraissent dès le premier regard et qui vont, bien sûr, provoquer des difficultés pour les uns et pour les autres. D'ailleurs, parmi les causes qui, bien sûr, bon, bien parmi les raisons qui empêchent les étudiants, surtout universitaires, à lire les romans, c'est le caractère et la police avec la police et la taille avec laquelle les romans sont écrits. Justement ici, ça fait peur dès la première lecture. Ça fait peur aux étudiants et ça fait peur, bien sûr, à tout lecteur novice. Surtout quand on commence à lire et on ne connaît pas le sens de mots, ça va beaucoup agrandir cette difficulté. Bon, la longueur du texte, plus le texte est long, plus il paraît difficile. Mais parfois, on trouve le contraire. Des textes courts sont difficiles à être compris et des textes longs peuvent être facilement, bien sûr, décodables. Comme par exemple les recettes de cuisine. Si par exemple on demande à une femme de lire une recette de cuisine, même s'il y a une dizaine de pages, elle va lire. Si on lui demande par exemple de lire un mode d'emploi d'un appareil électronique, même si le nombre ici est très réduit, elle ne va pas le lire. Et ici, on peut évoquer aussi l'intention ou bien le contexte psychologique. Psychologiquement parlant, ça vient de l'intérêt. Ça vient de l'intérêt. Oui, on n'éduque pas les élèves à lire, c'est vrai. C'est vrai, justement ces connaissances vont nous permettre de connaître, bien de revoir sur la manière avec laquelle on enseigne la lecture. La langue utilisée, la langue utilisée ici, euh, ça dépend à la complexité syntaxique, à la complexité sémantique et à la complexité textuelle. Complexité syntaxique, c'est-à-dire la structure des phrases, là où il y a le subordination, parfois, il nous est difficile de trouver où est le verbe noyau, parce que le verbe noyau, il est souvent, il est souvent, bien sûr, la clé pour comprendre le sens d'une phrase. Si on arrive, justement, surtout pour un lecteur débutant, c'est une phrase surcomplexe, par exemple, une phrase composée de plusieurs subordonnées, juxtaposées pardon, des propositions soit juxtaposées ou subordonnées, il va avoir de la peine de trouver le verbe noyau et plus tard, il ne va pas comprendre cette phrase. Complexité sémantique, c'est-à-dire les mots, parfois les mots qui ne relèvent pas de la spécialité dans laquelle on exerce. Donc,
ils vont bien sûr nous mettre de grands obstacles, ou bien nous faire de grands obstacles pour comprendre. La complexité textuelle, c'est par rapport, bien sûr, au texte lui-même, les difficultés de trouver les référents, les difficultés de se souvenir des connaissances données dans ce texte. Il y a aussi, troisième élément de difficulté pour le texte, c'est le nombre et le type d'informations données dans un texte. Ça dépend en connaissance, ou bien si ces informations sont habituelles, sont ordinaires, sont des connaissances qu'on rencontre pour la première fois, etc., etc. Donc, ça dépend. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, vous allez trouver des explications détaillées dans ma thèse de doctorat. Elle est sur le site de l'université de Biskra. Amina, pour surmonter ces difficultés, on doit faire appel à la didactique. Oui, justement ici, la didactique, c'est la manière d'agir en cueillant toutes les connaissances, bien sûr, qu'on puisse dans la psychologie, dans la linguistique, dans les sciences de l'information, etc. Donc, pour prévoir les remèdes possibles. Justement, c'est pour cette raison, euh, dans, pour les sujets de mémoire que j'aime encadrer, j'aime toujours la question comment. Comment faire les choses. Et ici, on fait appel à la réflexion personnelle. Donc, ce que nous avons comme idée, on va la monter avec ce qu'il existe comme connaissance théorique sur le terrain et on va proposer les remèdes. Si ça réussit, c'est bien. Si ça réussit, ou bien qui va pas être suivi par d'autres prochainement. Bon, la forme, la langue et quoi d'autre? Justement, la forme, la langue et la connaissance, Nedj. Le type d'information donnée. La forme du texte, la langue et le type de connaissance ou bien le nombre de connaissances données. Merci. Justement, ici, si vous avez des questions, je suis prêt à Je vais essayer cette option, je ne sais pas si ça marche ou non. Question. Le mode de question a été activé. Tapez votre message. Est-ce que l'interface a changé auprès de vous ou non? Oui, très bien. Alors, Abdrafar, bonjour. Tu as raté, je pense, aujourd'hui. Bon, une question ou deux avant de clôturer, parce que après moi, il y a un autre collègue d'une autre faculté qui va présenter aussi son cours. Oui, j'ai été un peu occupé. Ma'alesh, ma'alesh. Bon, Abdouhab écrit en ce moment. Merci. Merci de votre attention. Merci, chers collègues. Merci, chers étudiants. Merci, merci à tous d'être aujourd'hui si nombreux. Ça me rend vraiment content. Merci, Abbas. Il ne reste que 7 minutes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit, Kamel. Kamel, on a du temps encore ou je m'arrête? Sabrine. Merci, Sabrine. Merci, Neddy. Merci, Amine. On résume. La lecture est la clé de la compréhension. Oui, bien sûr.
Donc pour moi personnellement, je ne peux pas faire la distinction entre lecture et compréhension parce que pour moi, la lecture, c'est la compréhension de l'écrit. La lecture, c'est la compréhension de l'écrit. On reçoit l'écrit, on le comprend. Ça reste un avis, justement. Maintenant, j'ai le diplôme qui me permet de dire les choses. Et s'il y a d'autres qui disent d'autres choses, bien sûr, c'est ça les sciences humaines. J'ai déjà posé deux questions. Donc, je ne suis pas arrivé à les voir tout à l'heure, au moment où j'expliquais. Bon, c'est pas grave. Je suis prêt à recevoir vos questions sur mon adresse mail. Je n'ai aucun problème. Donc, envoyez-moi vos questions sur ma boîte mail et je vais essayer de vous répondre. Donc, je désactive le mode de questions et je reviens bien sûr au mode normal pour vous écrire. Voilà, je vous écris mon adresse mail. Contactez-moi via mon adresse mail professionnelle. J'essaierai de vous répondre, Inch'Allah. Azzedine Amer. Non, français, là, Amer. Unique. Utila.bz. Alors, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah, le même créneau, la même matière, et on va profiter ensemble, Inch'Allah, et j'espère que ce confinement arrive à terme le plus vite possible. Merci de votre attention. Kamal, Kamal, est-ce qu'on peut terminer? Le mode question-réponse a été désactivé. Merci, chers étudiants. Merci de votre attention. Je vous souhaite bon Ramadan. Je vous souhaite aussi bon confinement. Et justement, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, je dois vous quitter maintenant. Bon après-midi, bon appétit.